Bonjour et bienvenue sur Le Pod, le podcast qui décortique les problématiques des médias sociaux avec une dose de stratégie proposée par l'agence Ouest Digital. Durant une vingtaine de minutes, nous échangeons ensemble sur les métiers liés à la communication digitale, savoir-faire, conseils, bonnes ou même mauvaises pratiques du métier, on se dit tout et on partage nos approches, nos trucs et astuces pour être le plus efficace au quotidien. Si ce podcast vous plaît, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour être sûr de ne rater aucun épisode. C'est parti! Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode du pod. Aujourd'hui, nous allons parler d'événements physiques qui se déroulent donc dans la vraie vie et plus précisément de comment se préparer à le relayer sur les réseaux sociaux et sans couac. Pour ce sujet, je suis accompagnée de Brian, bien entendu. Bonjour Brian. Bonjour Gwen. Mais aussi et surtout d'Olivier Dassonville. Donc merci Olivier d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Je vais te laisser te présenter rapidement si tu veux bien. Bonjour Gwen, donc je suis Olivier Dassonville, je suis digital media stratégiste et j'ai une spécificité dans mes activités professionnelles puisque j'assure pour des organisateurs d'événements ou des exposants dans des événements d'importance, je vais assurer la couverture social media pour leurs comptes, pour leurs comptes sociaux. Ok, merci à toi. Alors, nous avons choisi ce sujet aujourd'hui car nous nous sommes dit que très souvent ce sujet était abordé sous l'angle création de contenu, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais raconter sur les réseaux sociaux lorsque je suis sur un événement. Or, nous trouvions cela plus intéressant d'en parler sur le côté anticipation. Donc concrètement, comment est-ce qu'on va se préparer ? Et je pense que ce n'est pas si simple que cela finalement. La préparation doit jouer un rôle primordial au bon déroulé du jour J. Et justement, vous l'aurez compris, Olivier est un spécialiste du sujet. Donc Olivier, la question que je vais te poser est très simple. Si demain je te dis de partir couvrir la présence d'une entreprise sur un événement, par quoi est-ce que tu commences pour te préparer ? De quoi est-ce que tu as besoin ? Quelles sont les questions que tu vas te poser ? Effectivement, comme tu le soulignes, c'est primordial parce que si on ne prépare pas, on est sûr d'aller dans le mur le jour J, puisqu'un événement, c'est quand même une succession d'imprévus. Donc si on n'a pas prévu déjà ce qui était maîtrisable, arrivé le jour J, on est noyé par les problèmes et effectivement, ça va être un échec très rapidement. Donc au niveau de la préparation, on va avoir quand même pas mal de points à identifier. Donc déjà, c'est prendre connaissance du programme, des partenaires, de l'organisation, mais aussi des aspects plus terre-à-terre comme le lieu, sa configuration. Et très important, est-ce qu'on a une connexion ? Oui. Ça peut paraître basique, mais c'est la question primordiale puisque dans certains cas, on se retrouve quand même dans un contexte qui peut être un peu compliqué en termes de connectivité. On n'a pas tout le temps le Wi-Fi. Quand il y a le Wi-Fi, on n'a pas forcément un Wi-Fi privé. Donc, c'est-à-dire qu'on peut être sur le Wi-Fi du public qui assiste à l'événement. Sauf que c'est quand même très dangereux puisque le Wi-Fi de l'événement, il a tendance à être un petit peu mou du genou puisque les organisateurs ne vont pas mettre d'énormes moyens pour assurer une couverture Wi-Fi et un débit digne de ce nom. Il faut savoir que dès qu'on veut délivrer une connectivité Internet à un grand nombre de personnes, les sommes s'envolent. Ça peut devenir assez astronomique. On constate par exemple sur certains salons, les organisateurs font le choix de ne pas se préoccuper du Wi-Fi. Je pense notamment au CES de Las Vegas où le Wi-Fi, c'est une tradition, il est pourri. Donc en fait, personne ne l'utilise, il sert un peu à rien. Alors du coup, c'est un peu embêtant parce que le Wi-Fi, on en a quand même besoin pour travailler. Alors il y a la 4G. Alors justement, comment tu t'y prends ? Est-ce que toi, tu pars du principe que de toute façon, le Wi-Fi sera mauvais et donc tu t'équipes toi-même ? Alors déjà, on a plusieurs cas, c'est-à-dire qu'il va y avoir des événements dans lesquels on est au sein d'un lieu clos. Donc là, j'ai un peu plus de maîtrise. Et puis après, on va avoir aussi des événements qui peuvent être des événements qui sont dans l'espace public. Donc là, alors le Wi-Fi dans l'espace public, même s'il peut exister, à Nantes, on a le Wi-Fi public, c'est pas du tout une solution sur laquelle s'appuyer. Donc il faut impérativement avoir une connexion 4G et donc un forfait data qui permette de travailler correctement. Ça, on a tendance aussi à l'oublier, c'est que quand on couvre un événement, la data, elle s'envole très rapidement.
Donc on va pas couvrir un événement avec son petit forfait perso 5 gigas chez Soch. Ça va pas le faire. Et dans un lieu clos, il faut se rapprocher des ordinateurs très rapidement, voire il y a un moment, parce que il y a quand même des décisions à prendre en termes d'infrastructure. Je pense notamment au Web Today, où ça a été un sujet assez important, et on a pris les devants pour s'assurer que le jour J, c'est-à-dire plusieurs mois après la prise de décision, on ait une infrastructure qui permette de doter l'équipe d'une connectivité Wi-Fi qui soit à peu près sans faille. Ok. Et en dehors de la connexion, donc tu parlais de bien anticiper le lieu. Le programme, les intervenants. Voilà. Je pensais au lieu, justement, puisque aujourd'hui il pleut dehors. Comment ça se passe si il y a un événement qui est organisé en extérieur et que la météo n'est pas au rendez-vous? Il faut être étanche. Non, mais quand je dis faut être étanche, c'est une demi-plaisanterie, puisque ça impose aussi des choix de matériel. Oui. Un smartphone étanche, c'est pas forcément hyper courant, ça devient quand même assez répandu, mais ça suppose tout de suite de taper dans des smartphones qui sont considérés comme étant du haut de gamme. Oui. Et si on parle par exemple de l'iPhone, l'étanchéité qui est labellisée à la norme IP67, elle n'a pas toujours été au top. Maintenant, avec les nouveaux iPhones, ça le fait. Mais j'ai déjà vu des iPhones mourir sous la pluie. Ouais. Est-ce que du coup, les petites pochettes qu'on trouve dans le commerce, là, pour protéger les téléphones, c'est quelque chose qui peut C'est être... impraticable. Tu as besoin d'avoir une vitesse d'exécution dans la production des publications. Et les pochettes étanches qu'on peut voir sur la plage l'été, ça permet pas d'avoir la dextérité suffisante. Ça permet juste de se balader avec. Ça permet de consulter, mais ça ne permet pas de produire. Parce que l'impératif, c'est quand même d'avoir une capacité de production à grande vitesse, parce que l'événement court, et donc nous, on court après l'événement. Oui, bien sûr. Alors du coup, je vois que tu as ton téléphone à côté de toi. Ton téléphone, je ne sais pas s'il est étanche, mais comment on fait si. Ils sont tous étanches. Bon. Et comment on fait pour les personnes qui nous écoutent quand on n'a pas un téléphone qui est étanche, parce qu'on a un téléphone standard du marché, comment on peut s'y prendre pour contourner ce problème justement parce que la pluie, c'est quand même un imprévu qui est important quand on est en extérieur. La pluie, la poussière, etc. C'est, pour un téléphone, ça peut être mortel, faut le savoir. Donc, il y a peut-être des solutions alternatives, c'est-à-dire, par exemple, s'équiper d'une GoPro. Mais ça induit une gymnastique supplémentaire et aussi être capable de travailler avec. Oui. C'est toujours le problème, je vois beaucoup de gens qui vont sortir leur nouveau matériel 20 minutes avant que ça commence. Sauf que c'est impossible de travailler correctement quand on ne connaît pas son matériel. Moi, j'ai pas le temps de réfléchir sur un événement à comment faire ci ou ça avec le téléphone ou les GoPro. Je passe en mode robot, donc je dois avoir des automatismes d'utilisation pour me permettre de me concentrer sur l'orthographe, la qualité des médias, le moment du post, les mentions, ce genre de choses. Il ne faut pas que la technique soit un frein en fait. Du coup, il faut pratiquer vraiment bien en amont, régulièrement même. Oui, c'est un souci d'ailleurs pour les directions marketing et communication, puisqu'elles sont dans une logique bureau. Donc même si le téléphone, tout le monde conçoit que c'est devenu le premier device qu'on utilise dans son activité numérique, si vous allez dans la direction marketing et communication, tout le monde travaille sur un ordinateur. Et le smartphone de fonction est plutôt un apanage de la direction, il est considéré comme étant un signe extérieur de pouvoir, plutôt qu'un outil de travail. Donc ça, c'est un problème. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent qui vont se reconnaître là-dedans. En tout cas, nous, on le vit un peu au quotidien chez certains de nos clients où, effectivement, doter la personne qui gère le social media d'un bon téléphone qui permet justement de couvrir un événement live, c'est pas toujours facile à faire passer parce que, un téléphone, c'est un coût. Et comme tu le disais, c'est un signe de pouvoir extérieur. Donc, c'est un peu ancré dans la... Bah oui, puisqu'on a le problème du forfait, enfin, on a le problème de la personnalisation du téléphone. Et donc, ça peut être mal vécu. Pourquoi mon collègue il a un téléphone à 1000 balles et pas moi, enfin il y a donc ce niveau, et puis aussi la perception faite par la direction qui considère que le téléphone dernier cri c'est pour elle,
mais il ne comprend pas pourquoi à la com, il devrait avoir un téléphone qui coûte très cher. Ok, bon, du coup, ce qu'on retient en tout cas, c'est que effectivement, il faut pratiquer en amont. Faut pas, même si on change finalement de matériel, faut pas arriver le jour J sans avoir fait plusieurs tests. On commence pas à déballer son stabilisateur Osmo, comme je le vois tout le temps faire. J'arrive pas à l'équilibrer, comment ça marche, j'ai pas le mode d'emploi. Bah oui, mais ça y est, il est trop tard. Le président est en train de faire son discours d'intro et tout le monde est mort. Ouais. D'où l'importance d'anticiper. Ouais. Ok, donc deuxième point important, effectivement, tester son matériel, prendre l'habitude de l'utiliser, faire ça presque régulièrement. Puis avoir fait des choix surtout, parce que on a aussi des préférences, ou bien on est plus familier avec tel ou tel matériel. Donc on peut pas découvrir ça au pied du mur. Surtout quand on a des éléments extérieurs qui perturbent aussi le... Oui, un événement c'est que ça. C'est une multitude d'événements extérieurs qui viennent bouleverser ce qu'on avait prévu, qui semblait plutôt sur un rail. Ok. Donc l'important, c'est vraiment d'anticiper toutes les situations possibles. En fait, on va, par rapport à ce qu'on a défini en termes de stratégie de contenu, on va se projeter sur la nature et le type des contenus à produire. Et c'est ça qui va conditionner, en plus du contexte dans lequel va se produire l'événement, c'est ça qui va conditionner les choix matériels. Est-ce qu'on a le Wi-Fi, on n'a pas le Wi-Fi? Est-ce que je suis dehors, je suis à l'intérieur? Est-ce qu'il va pleuvoir, est-ce qu'il risque de pleuvoir ou pas? Est-ce que j'ai accès à une prise de courant? Oui. Mais voilà, parce que sur tous les événements, c'est toujours très drôle d'observer les gens qui par exemple, assistent à une conférence. Tout le monde tweet, etc., les conférences de début de journée. En milieu d'après-midi, il y a beaucoup moins de gens qui sont en train de tweeter des conférences parce que plus personne n'a de batterie. Voilà. Du coup, ce que tu veux dire, c'est que c'est important d'être autonome aussi sur... il faut être complètement autonome, en fait. On peut pas, à part le Wi-Fi privé, quand on travaille directement pour l'organisateur, mais sinon, il faut être complètement autonome. Et autonome, ça suppose être autonome sur la connectivité et être autonome sur les batteries. Donc, il faut embarquer quand même un certain nombre de batteries. C'est-à-dire que les petites batteries que tout le monde a, qui permettent de charger un tiers de téléphone, moi, ça résiste à peu près, ça me donne à peu près 40 minutes de travail. C'est pas suffisant, donc il faut quand même des grosses batteries, quoi. Ouais, les belles batteries là qui permettent de charger. En fait, il faut investir. On peut pas faire ça avec son téléphone Wiko et puis 2 bouts de ficelle. Ça ne fonctionne jamais. Mais ça veut dire que même si un événement a lieu en intérieur, parce qu'on parlait de l'extérieur tout à l'heure, même en intérieur, du coup, il y a des choses à anticiper et ça peut aussi pas forcément se passer comme on avait prévu, sans parler de la météo. Oui. C'est pas parce qu'on est en intérieur que ça va bien se passer. Ouais, voilà. Il y a un événement qui est intéressant à ce niveau-là, puisqu'on cultive à la fois du semi-extérieur et de l'intérieur, c'est le Web Today. Au Web Today, on a plein d'imprévus. D'ailleurs, l'édition 2019 en a été un excellent exemple, parce qu'on a été obligé de raccourcir d'une demi-journée le Web Today, parce qu'on a eu des intempéries qui ont compromis toute la partie extérieure. Et même si Web Today, j'évolue dans un cadre maîtrisé, il y a quand même plein d'imprévus. Des imprévus qui peuvent être des imprévus de planning. Je me souviens, il y a 3 ou 4 ans, on apprend que, à cause d'un problème technique en gare Montparnasse, les speakers qui étaient dans le train pour arriver pour la matinée ne seront pas là avant 11h ou midi. Donc il faut en quelques minutes, de la part de l'orga, intervertir le programme de conférence. Et l'équipe social media doit immédiatement être capable d'intégrer ça, de se reconfigurer et de communiquer. S'adapter, ouais. Ok. Et puis on peut avoir quelques surprises aussi, où par exemple, le lieu prévu n'est pas le lieu prévu. Ah oui. Bah oui. On a changé de salle. Oui. Oui. Ça m'est arrivé au Sénat, où la salle où on devait faire la conférence de presse, d'un seul coup, c'était plus la bonne, et on était au 3e sous-sol. 3e sous-sol, il n'y a pas de réseau du tout. Alors du coup, c'est intéressant cette anecdote, ça me permet de rebondir sur une autre question. Souvent, quand on se prépare à un événement, on identifie aussi le lieu où on va pouvoir s'installer pour travailler. Parce que, alors, quand on est à l'extérieur, c'est compliqué, mais à l'intérieur, des fois, on a un lieu dédié finalement à l'équipe social media. Enfin, on en voit de plus en plus.
Quand on change de salle comme ça, comment on s'y prend quand on est pris un peu au dépourvu comment on arrive à couvrir un événement alors qu'on n'a plus du tout d'espace pour se travailler? Il ne faut pas avoir de scrupules déjà. Moi, j'ai l'habitude et je le fais en prenant des précautions de politesse, c'est-à-dire que je décide pour moi ou mes équipes de réquisitionner des places qui sont correctes pour pouvoir travailler. On ne peut pas se retrouver sur les marches tout au fond de la salle pour essayer de faire un boulot. Et moi, je ne comprends pas comment on peut assurer la couverture d'un événement en étant près de la porte, au fond à gauche. Ce qu'on voit régulièrement, hein, on va voir la chargée de com, elle a son téléphone et puis elle essaye... il faut être devant, parce qu'on peut avoir besoin de faire une petite vidéo, de sortir un live, puis ne serait-ce que de comprendre et de restituer exactement ce qu'on entend. Donc dans la préparation de l'événement, il y a aussi ce point-là à s'assurer auprès de l'organisateur, c'est... Dans le meilleur des cas, des espaces réservés. Ouais. Est-ce qu'il y a un espace réservé? Et sinon, où est-ce que je pourrais m'installer de façon à ce que je puisse être devant et pouvoir prendre vraiment ou dans les coulisses, ou sur des balcons. Et on ne peut pas s'amuser, alors que l'événement est lancé, à chercher un interlocuteur pour gérer ce genre de contraintes, ce contrainte opérationnelle. C'est impossible. Tout le monde a le feu, donc on ne peut pas. Okay. Après, en extérieur, il faut aussi comprendre que décider de demander l'accès à des points de vue, des espaces réservés, ça peut être aussi très intéressant, quelquefois même primordial, parce que sur un événement, n'oublions jamais que la contrainte côté orga, pour qui on travaille, c'est d'être à minima supérieur aux meilleurs contributeurs dans le public. Donc il faut être faut au-dessus de la masse. Ouais. Si on fait des contributions qui sont du niveau, qui sont inférieures à celles du meilleur contributeur dans le public, il y a quand même un gros problème. Oui. Ce que tu dis là, c'est que s'il y a quelqu'un qui suit une conférence qui couvre mieux l'événement que l'organisateur, c'est pas terrible. C'est ridicule. Ouais, d'accord. Ça se voit souvent, mais moi je trouve ça ridicule. Ouais. Donc si on est à l'extérieur, il faut aussi pouvoir s'assurer que certains points de vue puissent être accessibles pour l'équipe qui va couvrir l'événement. Pour les spectacles de la machine, qui sont des spectacles de rue, dans la phase de repérage en amont, je vais repérer les parcours de la machine qui va circuler dans l'espace public, et sur le trajet de ces parcours, avec les autorités et les organisateurs, je vais pouvoir solliciter par exemple l'accès à une terrasse qu'on va fermer au public sur un créneau horaire, ou bien sur un toit, ou ce genre de choses. D'accord. Ouais. Encore une fois, la préoccupation, c'est ce que je vais montrer, je dois être un des seuls ou le seul à pouvoir le montrer. Ouais. Parce que c'est ce qu'attend le public aussi. Le public, il n'attend pas de voir les comptes officiels publier des contenus qui sont ceux, par exemple, d'un individu lambda dans la foule. C'est pas concevable. Oui. Il attend quelque chose de très différent. Et toute cette phase d'anticipation, c'est assez long à faire. Ça dépend, il y a des lieux que je connais bien. Ouais. Donc j'ai déjà tout en tête, alors que mon client ne s'est pas encore posé la question. Oui. Après, sur des lieux qu'on ne connaît pas, sur un lieu fermé, ça peut être rapidement bouclé, même de manière distante. J'ai travaillé sur un événement à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Je connaissais vaguement le lieu pour y avoir été plusieurs fois, mais sans être en mode couverture événementielle. Donc en fait, j'avais une petite liste de questions que j'ai transmises aux organisateurs. Et puis ça s'est fait. Parce qu'un lieu fermé, normalement, il n'y a pas trop de problèmes si on pose les bonnes questions. Oui. Et alors justement, quelles sont les questions qu'on peut poser à un organisateur? J'ai fait installer speed test sur le téléphone de l'organisateur. Je lui ai demandé d'aller dans les différents lieux, les différentes salles, et de faire un speed test pour qu'il me donne les valeurs en 4G, en termes de débit montant. Montant, débit pas montant. descendant. Puisque je vous rappelle qu'on a le débit montant et le débit descendant, donc les gens en consultation, c'est du débit descendant, mais sauf que quand on travaille sur un événement, c'est nous qui sommes contributeurs, et donc on émet donc en débit montant. C'est super important parce qu'on peut avoir des mauvaises surprises. Par exemple, on peut avoir un Wi-Fi privé, tout va bien, il est bien mis en place, on a les codes, etc. Et puis là, on se rend compte que le débit montant, il est carrément anémique. Impossible de bosser.
Ok, donc d'abord de demander à l'organisateur de tester le débit. Qu'est-ce qu'on peut lui demander d'autre? On peut lui demander, il faut les autorisations d'accès et de circulation, parce que si on se fait rembarrer par la sécurité, c'est ce qui est hyper courant sur les événements maintenant, vous avez des impératifs sécuritaires importants qui peuvent être basiques ou qui peuvent être, à contrario, ultra évolués, disons même lourds, parce qu'on peut être dans des contextes antiterroristes, avec des menaces, etc. Donc les autorités vont prendre des mesures importantes, et donc il faut être identifié, badgé et reconnu visuellement par les gens qui sont en charge de sécurité. Sinon, vous pouvez foirer facilement un moment important, parce que vous n'avez pas l'accès, vous vous faites rembarrer, et ça peut être assez compliqué. Ouais. Donc il faut absolument négocier une liberté de circulation et le périmètre de cette liberté de circulation. Et j'imagine qu'une autre question qu'il faut absolument poser, c'est le programme. Enfin, ça paraît évident, mais... il faut lire le programme. Il faut même un programme détaillé, oui. Qui intervient, à quel moment, à quelle heure, dans quel endroit... Et sur quel sujet? Ouais, sur quel sujet? Pourquoi? Parce que ça permet déjà de... Alors j'ai certains clients qui le font d'eux-mêmes maintenant, qui ont l'habitude de m'envoyer un petit fichier Excel où il y a le nom, le prénom, la structure, la spécialité de l'intervenant, l'intitulé de son poste, mais aussi son compte Twitter, le compte Twitter de sa structure, et ainsi de suite. C'est parfait ça. Ils sont pas tous comme ça. Ouais. Oui, mais ça veut dire que ça, ce sont des éléments aussi à demander à son client. Oui, ou à dire, vous avez pas le temps, ou... je m'en démerde, quoi. Voilà, oui. Tout simplement. Bien souvent, je m'en démerde. Mais ça fait partie du travail de préparation. Oui. Du coup, c'est aussi un travail d'ailleurs qui se... Oui, parce qu'il n'y a rien de pire qu'une erreur de mention. Ouais. Et le tweet, on ne peut pas le corriger. Donc il est parti, il a envoyé ses notifs, etc. Et il faut bien imaginer que nous, quand on couvre un événement, on est la voix, le porte-parole, l'expression de l'événement. Ouais. Donc si on fait des boulettes sur un speaker, parce qu'on a mentionné un homonyme, ou quelqu'un qui porte le même nom de famille, ou quelqu'un qui a le même un nickname approchant, la crédibilité de l'organisation, elle en prend quand même un coup. C'est pas Olivier Dassanville qui prend, c'est l'organisateur. Et oui. Ouais, bien sûr. Non, mais c'est ce que je dis aux équipes du Web Today. À un moment donné, votre individualité disparaît pour être l'incarnation du Web Today. D'ailleurs, quand on a des équipes, parce que je vais travailler tout seul, quasiment tout le temps, sur certains événements où il y a une simultanéité d'événements dans l'événement, ce qui est le cas des conférences du Web Today. On a pu avoir jusqu'à 8 conférences en simultané, donc ça oblige à démultiplier les équipes et à les coordonner. Et là, c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'il faut éviter la cacophonie. C'est-à-dire que tout le monde doit avoir en tête des éléments de langage, de syntaxe, de tournure, pour que le public qui consulte les contributions ait une impression de cohérence et d'unité. Oui. On ne peut pas avoir, par exemple, un tweet en mode tutoiement, l'autre en mode vouvoiement, de ce genre de disparité dans l'expression, dans les contributions. Donc sur la préparation, il y a aussi effectivement préparer les éléments de langage, la façon dont on prend la parole. Et quand on a une équipe, c'est encore plus difficile, parce qu'il faut arriver à niveler le discours pour qu'on ait l'impression de parler d'une seule voix. Ça m'énerve, j'aime pas du tout quand je suis un événement et que je peux arriver à compter les contributeurs. C'est pas normal. On ne doit pas pouvoir se dire, tiens, il y a 5 personnes derrière. La voix doit être unique. Oui. Ok. Je pense que, sauf si tu penses que non, qu'on a fait un petit peu le tour de cette phase de préparation. Donc, comment est-ce que tu pourrais conclure en 3 mots, donc les 3 choses essentielles pour bien se préparer? Qu'est-ce que tu nous dirais? Premièrement, le repérage physique pour apprécier le contexte, la préparation relative au contenu, et puis la capacité à connaître et utiliser un matériel qui va pouvoir répondre aux éléments de contexte dans lesquels on va évoluer. C'est les 3 points qui me semblent essentiels pour pouvoir commencer. De toute façon, si on néglige un de ces 3 points, je ne suis pas sûr qu'on puisse y arriver correctement. C'est compliqué. Du coup, il y a des couacs le jour J, quoi. Oui, forcément. Et puis le problème, c'est que l'événement ne s'arrête pas. Il ne va pas vous attendre. Donc s'il y a un couac qui arrive, le couac est
à minima une perte de temps, donc il vous décale du flux. Et comment on fait? On ne peut pas courir après le flux. Enfin, à un moment donné, on ne va pas passer en vitesse de la lumière, en courant, pour essayer de rattraper le propos. Oui. Ça n'a pas de sens. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que les contributeurs, il y a des contributeurs tiers dans le public. Et si on est carrément décalé par rapport à l'événement, bon, ça se voit dans les timelines où on va se dire, tiens, c'est bizarre, l'orga est en train de parler d'une conférence qui est finie il y a 2 heures. Oui. C'est ce qui ça arrive régulièrement. On vous annonce, je sais pas, une action de match, alors que le match est fini, par exemple. Ouais, c'est dommage. Voilà, mais du côté public, ça décrédibilise complètement la démarche. Faire très attention. Forcément. Ok, ben en tout cas, merci beaucoup Olivier pour ces éléments qui sont précieux, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont appris beaucoup de choses, et en tout cas sur la partie préparation, c'est vraiment fondamental. En tout cas, pour ceux qui veulent te retrouver, je crois savoir que tu es quand même très présent sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter et LinkedIn. Donc pour ceux qui nous écoutent, on vous mettra bien sûr le lien vers le profil Twitter et le profil LinkedIn d'Olivier pour que vous puissiez continuer à suivre ses péripéties. Voilà, Gwen, je te laisse peut-être le mot de la fin quand même. Oui. Eh bien, merci Olivier d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Et merci à tout le monde pour votre écoute. On se retrouve très bientôt dans un prochain épisode du pod. Et bonne fin de journée. Merci Gwen, à bientôt. Merci Gwen, au revoir. Quelques mots avant de se quitter. Tout d'abord, vous pouvez retrouver cet épisode sur le blog de l'agence www.keepitsimple.fr, rubrique podcast, ou sur nos réseaux sociaux Facebook, LinkedIn, Twitter et Instagram. Ensuite, n'hésitez pas à nous laisser une note sur votre plateforme d'écoute préférée et profitez-en également pour nous faire part de vos conseils, vos impressions, nous poser vos questions ou faire une suggestion. Qui sait, vos retours pourraient peut-être nous donner des idées pour nos prochains épisodes. Merci beaucoup pour cet échange, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du pod.